Le trou noir est sans doute un des objets célestes les plus présents dans la fiction, considéré comme un aspirateur géant, un passage vers d'autres dimensions ou encore une prison dont on ne peut ressortir. Il y a du vrai, il y a du faux, en vérité le trou noir est extrêmement complexe. La preuve, encore aujourd'hui des physiciens s'arrachent les cheveux pour essayer de mieux le comprendre. Mais en vrai, c'est quoi un trou noir? Et surtout, si on en croise un et qu'on tombe dedans, est-ce qu'on peut en sortir? Commençons par le commencement. Pour comprendre le trou noir, il faut d'abord comprendre l'univers dans lequel on vit. Et pour ça, rien de mieux qu'un détour en 1915 lorsqu'un certain Albert Einstein révolutionne le monde de la physique en proposant sa théorie de la relativité générale. Le principe est le suivant. Einstein part de l'idée que notre univers se compose de 4 dimensions. 3 dimensions d'espace, une dimension de temps. Dans cet univers, la matière que sont les étoiles, les planètes, les petits chats, les gros cailloux déforme l'espace-temps qui les entoure. Et plus c'est gros, plus ça déforme. Du coup, les objets suivent la courbure de cet espace-temps. Et c'est grâce à ça notamment que la Terre tourne autour du Soleil, les satellites autour de la Terre et que la pluie vient s'écraser sur nos têtes. Bref, tout ça c'est bien beau, mais où sont les trous noirs? Pour comprendre, il faut se tourner du côté du physicien Karl Schwarzschild. En 1916, alors qu'il est en train de mourir d'une effroyable maladie de peau sur le front russe en pleine guerre mondiale, il trouve le temps de résoudre les équations de la relativité générale d'Einstein. Rien que ça. Le truc, c'est qu'avec les solutions de Schwarzschild, il arrive un moment où, à force de se compresser, la matière est tellement dense qu'elle peut s'effondrer sur elle-même et déchirer l'espace-temps. C'est là que se forme le trou noir. Et le plus fou, c'est que, mathématiquement, n'importe quoi peut devenir un trou noir. Par exemple, si la masse de la Terre était compressée en une cacahuète, elle deviendrait un trou noir. Si le Soleil était compressé dans une sphère de 3 km, il deviendrait aussi un trou noir. Dans les faits, nous, terriens, ne risquons rien. Il y a en réalité 2 grandes sortes de trous noirs possibles. D'abord, les trous noirs stellaires. Ils se forment lors de l'effondrement des très grosses étoiles, en gros à partir de 30 fois la masse du Soleil. Et ça ressemble à peu près à ça. C'est une grosse boule noire très massive qui déforme l'espace-temps. On voit d'ailleurs sur ce schéma la manière dont la lumière est détournée par le trou noir. Son champ gravitationnel est tellement puissant que les rayons lumineux provenant d'une étoile placée derrière le trou noir sont déviés vers l'œil de l'observateur de l'autre côté. On observe donc ce qui est derrière ce trou noir. C'est ce qu'on appelle l'effet de lentille gravitationnelle. Et puis, il y a les trous noirs supermassifs, qui se trouvent au cœur de la plupart des galaxies. Par exemple, ici, c'est le milieu de notre galaxie, et des étoiles tournent autour d'un truc qu'on ne voit pas, parce qu'un trou noir, c'est noir. Les origines des trous noirs supermassifs sont d'ailleurs encore un peu floues. Bref, voyons maintenant à quoi ressemble de près un trou noir. Au milieu, on trouve ce qu'on appelle une singularité. C'est un point sans volume ni surface dont la densité de matière tend vers l'infini. L'espace n'y existe plus, le temps semble s'arrêter. Autour de cette singularité, l'espace-temps est tellement déformé que rien, pas même la lumière, ne peut s'échapper. La zone devient noire. Et cette sphère de non-retour est délimitée par ce qu'on appelle l'horizon des événements. La frontière n'est pas matérielle, on ne la voit pas, mais une fois franchie, la seule direction possible, c'est vers la singularité. Du coup, tous les objets qui entrent dans le trou noir restent coincés à l'intérieur et participent à son agrandissement. Que ce soit une étoile, une planète, un poney ou un acteur américain, ils disparaissent en quelque sorte et viennent simplement grossir la masse du trou noir. C'est étrange, mais ça colle avec la théorie d'Einstein. Le problème, c'est qu'au milieu des années 70, un jeune physicien britannique du nom de Stephen Hawking en rajoute une couche sur l'étrangeté des trous noirs. En plus du modèle de base de la relativité générale, il s'appuie sur le deuxième pan de la physique moderne, la physique quantique. Et donc Hawking va étudier le comportement des paires de particules et d'antiparticules. Et il constate que lorsque ces paires de particules et d'antiparticules se forment dans le vide quantique aux abords d'un trou noir, elles sont séparées par la force de gravité. Une des particules est absorbée, l'autre est évacuée sous forme de rayons.
Conséquence, le trou noir émet ce qu'on appelle le rayonnement de Hawking, et en plus de ça, il perd de sa masse. Et la conclusion de tout ça est extrêmement problématique. Les trous noirs s'évaporent. Dit comme ça, bon, ça n'a pas l'air dramatique, mais en réalité ça l'est. Ça signifie que les informations sur les objets qui sont entrés dans le trou noir vont disparaître avec son évaporation. L'étoile, la planète, le poney, l'acteur américain disparaissent de notre espace-temps. Et c'est là tout le paradoxe, car si la physique quantique explique l'évaporation des trous noirs, elle suppose aussi, en principe, que la disparition de l'information sur les objets est impossible. Par exemple, la physique quantique explique que si on brûle un livre, en reconstituant les atomes qui composent les cendres, on est théoriquement en mesure de savoir s'il s'agissait d'un bouquin de philo ou d'un bouquin de bonnes blagues. Du coup, la question à 100 000 $ est de savoir où passe l'information et comment l'information sort du trou noir avant son évaporation. La vérité, c'est que personne ne le sait vraiment. Le débat dure depuis des décennies. Mais les avancées en matière d'observation des trous noirs pourraient changer la donne. D'abord, l'observation récente d'ondes gravitationnelles provoquées par la fusion de deux trous noirs a permis en quelque sorte de voir des trous noirs pour la première fois. Les déformations de l'espace-temps provoquées par cette fusion ont été observées par d'immenses capteurs. Grâce à cela, on sait notamment que les trous noirs, au cours de leur fusion, ont perdu près de 3 fois la masse du Soleil. Alors évidemment, à partir du moment où on commence à voir les choses, c'est quand même plus facile de les comprendre. Mais il y a encore plus fort. Un nouvel instrument baptisé Gravity devrait bientôt permettre d'observer le voisinage proche du trou noir supermassif qui se trouve au centre de notre galaxie. Cet outil combine les images captées par les 4 coupoles du Very Large Telescope au Chili. C'est un peu comme si on avait un télescope de 130 mètres de large. Pour l'instant, voilà ce qu'on voit. Un trou noir invisible au milieu et des étoiles autour. À terme, Gravity devrait permettre d'en savoir un peu plus sur l'influence gravitationnelle du trou noir sur les étoiles proches. Et qui sait peut-être d'en savoir un peu plus sur les informations tombées à l'intérieur. En attendant, le trou noir continue de soulever tout un tas de paradoxes entre les deux grandes théories que sont la relativité générale et la physique quantique. En réalité, il les rend incompatibles. Et c'est là tout l'intérêt, car au bout du compte, le trou noir pousse les chercheurs à mettre au point de nouveaux outils, à réfléchir à de nouvelles théories pour mieux comprendre notre univers. Et ça donne par exemple la théorie des cordes ou la gravitation quantique. Mais c'est encore une autre histoire. Quoi qu'il en soit, si par malheur vous tombez dans un trou noir, les chances de s'en sortir sont assez faibles et vous risquez surtout de finir déchiqueté par les immenses forces gravitationnelles. La seule vraie et unique question qu'il faudra se poser, c'est que deviennent les informations qui faisaient de vous ce que vous étiez dans notre univers ?